Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette première e-vitrine de l'innovation de l'année. Ce sont donc les e-vitrines de l'innovation. C'est un outil que nous réalisons maintenant depuis 3 ans avec l'ADEME Île-de-France, avec des thématiques choisies conjointement. Comment ça se passe, une e-vitrine de l'innovation? On a, avec nos réseaux franciliens, on choisit des entreprises innovantes qui ont des solutions à apporter et qui viennent les présenter sur un format court de pitch et on introduit ces séquences de e-vitrine par des moments structurants, que ce soit pour le PEX et l'ADEME qui a des appels à projets à présenter ou des ressources à présenter sur le sujet. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir le PEX, évidemment, c'est nous. Nous allons accueillir Camille Batteux, qui est ingénieure bâtiment pour l'ADEME Île-de-France, qui va venir nous parler de la sobriété énergétique des bâtiments en Île-de-France. On a aussi la chance d'avoir avec nous 6 éco-entreprises. Donc, il y aura Ecoxia, qui viendra nous présenter ses façades ses solutions de construction durable, bas carbone et efficacité énergétique pendant l'usage. Tmax Ingénierie qui va nous présenter sa création d'appareils de mesure de l'émissivité ou de la conductivité thermique des bâtiments, qui permet de mesurer in situ pendant la construction les ponts thermiques et la bonne capacité thermique du futur bâtiment. Il y aura eGreen qui va pas tarder à arriver, qui viendra nous présenter sa solution d'économie d'énergie et d'eau dans les bâtiments grâce au suivi des consommations et au changement de comportement des occupants. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc ça aussi, c'est chouette parce que c'est vrai que dans nos gros événements en présentiel, on n'a pas forcément le temps de faire poser la question à toute la salle. Là, vous allez avoir le temps de poser vos questions. On revient après sur 3 séquences de pitch avec Aïga qui va venir nous présenter sa réduction immédiate des consommations d'énergie gaz par rupture de molécules. Et Odyssée Environnement qui va nous expliquer comment on peut réduire, en réduisant notre empreinte eau et énergétique avec l'hydroéthique, avec une technologie de contrôle complet et simplifié de la sécurité des installations. Et Vildi qui viendra nous présenter sa solution de gestion des bâtiments qui génère automatiquement des plans d'action, de rénovation, de conformité réglementaire et de performance énergétique. Et encore une fois, on pourra échanger et on vous présentera des actualités. Alors, donc le PEX, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la filière des éco-entreprises de France. On représente les TPE, les startups, les PME et les ETI de la transition écologique. On travaille au développement de ces entreprises grâce à 5 leviers qui sont le business, l'innovation, le financement, l'international et les ressources humaines. On est un réseau de réseaux, donc nous, nos adhérents, ce sont des réseaux d'éco-entreprises que vous pouvez voir sur cette carte. Ils sont nombreux et répartis partout en France. Euh, Tous les sujets de l'environnement sont concernés, environnement, énergie et économie circulaire. Donc là, je ne vais pas vous faire, je vais quand même pas vous relire exactement la slide parce que vous connaissez quand même normalement bien le sujet. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur un de nos réseaux, si vous voulez adhérer à un de nos réseaux, si vous voulez développer des projets avec des éco-entreprises, eh ben, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on est quand même, ça représente 6 000 éco-entreprises sur toute la France parmi tous nos réseaux. Mais nous, notre objectif, c'est d'avoir vraiment cette communauté française des éco-entreprises avec ce sentiment qu'on est plus fort ensemble. Et donc, on développe une démarche collective pour développer la filière, créer des emplois verts. Et je pense que tous les gens qui sont là savent que notre objectif final à tous, c'est d'accélérer la transition écologique et énergétique. On fait quoi? Alors, on fait des événements. Le prochain au niveau national, c'est le Forum national des éco-entreprises. C'est un peu c'est le plus gros événement de la filière. Plus de 500 participants au ministère de l'économie où vous allez avoir autant de donneurs d'ordre qui cherchent des solutions, que ce soit des collectivités, des industriels, des aménageurs, que des éco-entreprises qui ont des solutions à apporter, ou également effectivement des investisseurs, des laboratoires de recherche, des pôles de compétitivité. Enfin, ouais, tout le monde est là. Euh,
On lance un annuaire national, donc ça avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc ça, c'est le premier. On a un annuaire des éco-entreprises d'Île-de-France qui nous a permis de voir que c'était un outil qui était très utilisé par les acheteurs publics et privés. Eh bien, on lance maintenant un annuaire national. Ça va valoriser les éco-entreprises sur tous les territoires. Ça va permettre aux territoires de connaître leurs éco-entreprises et ça va permettre d'avoir un observatoire qui pourra définir quels sont les secteurs et les activités, on connaîtra mieux les données et elles viendront du terrain. Donc, ce seront des données on va dire, agrégé et efficace pour aider au développement des éco-entreprises et des territoires et des éco-entreprises sur les territoires. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe qui veut rajouter quelque chose, mais j'essaye d'aller un peu vite. Ah, voilà, hop là. Attendez, je ne sais pas si ça n'a pas été. Excusez-moi, comme j'ai un problème de souris, j'appuie plusieurs fois sur les boutons, c'est super. Hop là. Je reprends si tu veux penser à Sophie. Donc, l'annuaire et l'observatoire, pour compléter, ça sera vraiment un outil aussi d'information pour les territoires, pour l'administration, pour connaître la dynamique de la filière. Donc, vous, en tant qu'éco-entreprise qui êtes présente, si vous n'êtes pas encore référencé, allez-y. Et puis, prochainement, pour les territoires et d'autres acteurs que ça va intéresser, vous aurez accès aux informations par filière et par zone géographique. Et ça, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un référencement gratuit, une consultation gratuite, puisque c'est soutenu dans le cadre de conventions, Voilà, donc c'est offert par l'ADEME, le entre autres. ministère et le Et un peu le PEX aussi. Voilà, c'est ça. Donc, par ailleurs, s'il y a des éco-entreprises franciliennes qui nous écoutent, nous avons un projet avec l'Adriette, c'est l'Opco Atlas d'Île-de-France, qui vous propose d'être accompagné sur mesure. Vous avez des besoins en ressources humaines, vous allez avoir des prestataires de conseil, donc c'est du consulting, qui vont venir vous aider pour vos entreprises sur le recrutement, la formation et la gestion des compétences. Il est toujours temps de vous inscrire. Ça commence à être un petit peu urgent, mais il est tout à fait temps. On a une rencontre territoire en transition en Île-de-France et EcoPME qui sera le nouveau siège de l'ADEME Île-de-France dans leur auditorium sur l'aménagement durable et la sobriété énergétique. On en revient aussi. Vous pourrez découvrir des collaborations réussies pour donner envie effectivement à d'autres territoires de faire travailler des éco-PME. Parce qu'il y en a plein des références qui montrent que ça fonctionne. Donc voilà, 6 juin. Les vitrines, j'en ai parlé. La prochaine, ce sera sur la construction circulaire le 11 mai. Et là, c'est écrit économie circulaire dans la restauration durable, mais ce sera économie circulaire dans le sport. Et ce sera le 9 novembre. Voilà. Et puis voilà, on commence. Donc, nous avons la chance de recevoir Camille Batteux avec nous aujourd'hui. Camille travaille sur les sujets du bâtiment en Île-de-France. Donc, Camille, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter très succinctement tout ce qui se passe autour de la sobriété, de la rénovation énergétique, toutes les solutions que l'on propose au sein de l'ADEME Île-de-France, à savoir que nous, à l'ADEME Île-de-France, du coup, on va couvrir donc, tout le territoire. Et donc, je suis la référente pour l'Île-de-France. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc, du contexte un peu général, de pourquoi rénover et comment planifier, comment garantir la performance ou le moyen. Et enfin, j'ai mis quelques ressources de sobriété que vous pourrez aller voir. Au niveau des éléments de contexte, donc quelques chiffres. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, 15 à 20% du patrimoine immobilier français est détenu par les collectivités territoriales. Et 15 à 20%, ça représente 8% du budget de fonctionnement des communes. Donc, 8% du budget de fonctionnement, c'est pour les communes, donc souvent de 70 000 à 100 000 habitants, et ça correspond à des biens de nature diversifiés. Vous vous rendez compte que dans une commune, il y a des écoles, il y a des stades, il y a des gymnases, il y a des salles de spectacle, etc. Parmi tous ces biens, finalement, les communes parfois ne savent pas forcément tous leurs bâtiments et tous les usages. Et en fait, on se rend compte que 5 à 10% des bâtiments sont vacants, donc sans affectation, mais source de risque. Donc, suite à ça, on a une phrase type ici qu'on aime bien dire. On peut passer
Donc, l'objectif, c'est de mieux connaître son patrimoine pour mieux le gérer. Donc, mieux le connaître, comment? On va voir ça à la slide suivante. Donc, comment planifier les travaux? Donc, au niveau de la rénovation énergétique, pourquoi rénover? Si on peut passer à la slide suivante. Pourquoi monter un projet de rénovation? La première chose, c'est que ça va vous permettre de diminuer votre facture énergétique et donc de réduire le budget de fonctionnement. La deuxième, c'est que ça améliore le confort à la fois en hiver et en été. Le troisième point, c'est que ça contribue concrètement à la réduction des impacts environnementaux. Il faut savoir qu'en Île-de-France, le bâtiment, c'est 46% des émissions de CO2. Donc, c'est énorme. Le quatrième, c'est que ça vous permet de montrer l'exemple et donc de faire mieux sur l'ensemble de vos bâtiments publics ou privés. Le cinquième petit point, c'est entretenir et valoriser le patrimoine parce que si vous le connaissez, vous pouvez l'entretenir et le valoriser derrière. Et ensuite, c'est vous mettre en conformité avec la loi Elan, donc le fameux décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, il y a plusieurs outils. Donc là, je vais vous parler du schéma directeur immobilier énergétique, qui est un outil très utile de planification de vos travaux et avec anticipation. Donc, la première phase du schéma directeur, c'est la phase de lancement. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de construire un portage politique fort et d'impliquer l'ensemble des participants. C'est vraiment une démarche qui va être transversale. La deuxième étape, c'est le diagnostic. Donc, l'objectif, c'est d'avoir vraiment des connaissances fiables et globales du patrimoine. Et on ne va pas seulement regarder les données énergétiques, il va y avoir également les données réglementaires, techniques, l'état des usages et l'état financier et juridique. Donc, ensuite, il y a l'élaboration des scénarios. Donc, ça, c'est une élaboration, une comparaison multicritères qui aboutit à un choix de scénario de référence. Une fois ce scénario suivi, on arrive à l'étape 4 qui est la mise en œuvre. Et donc, pour ça, il y a un document de programmation avec une synthèse et les opérations qui sont phasées et où le budget est identifié en amont. Et c'est pour ça que c'est bien d'impliquer également l'agent financier. C'est pour ça que c'est une démarche transversale pour vraiment anticiper et voir et trouver un scénario qui soit faisable. Donc, à l'ADEME, on a deux types d'aides pour les bâtiments publics. On a une aide consacrée pour les opérations groupées et une aide consacrée au schéma directeur individuel. Donc, quelle est la différence? Au niveau du prestataire, l'opération groupée, donc c'est pour des communes, je vais le détailler un petit peu plus loin. Le prestataire est choisi par l'ADEME et financé par l'ADEME et la Banque des territoires. Pour notre aide au schéma directeur individuel, le prestataire est choisi par la collectivité et financé par la collectivité avec des aides possibles, donc soit de l'ADEME, soit de la FNCCR. Alors, au niveau des analyses, l'analyse se fait, donc la récolte des données dans tous les cas se fait par la collectivité. L'analyse ensuite se fait par la collectivité et le prestataire dans l'opération groupée ou que par le prestataire dans le schéma directeur individuel. Si on passe en durée, donc là, l'élaboration, c'est entre 9 et 12 mois parce que donc du coup, il y a le temps de collecte des données et entre 9 et 18 mois pour l'opération groupée. L'opération groupée ici que l'on propose, il y a un suivi aussi souvent de 30 mois. L'opération totale dure 4 ans. Donc, c'est un accompagnement que l'on offre pour une durée totale de 4 ans. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, une fois que le schéma directeur est élaboré, il y a une phase de suivi qui est très importante. Et quand on fait un schéma directeur individuel, on se rend compte qu'en fait, pour la phase de suivi, il faut des outils. Et parfois, il faut faire appel à un autre prestataire. Et donc, dans ces cas-là, c'est ce que nous, on offre avec l'opération groupée. Il y a un outil de suivi et il y a un accompagnement. Alors que dans le schéma directeur individuel, il faut vraiment faire attention à ce que la personne s'en empare pour qu'ensuite, il y ait une prise en main et que ce ne soit pas un schéma directeur qui reste au placard finalement. Donc là, si vous partez sur un schéma directeur individuel, la chose la plus importante, c'est vraiment de s'approprier le schéma directeur à la fin. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, ça, c'est juste deux tableaux récapitulatifs. On peut les passer où vous pourrez trouver toutes ces informations sur l'opération groupée versus l'opération individuelle.
Donc, au niveau de l'expérimentation, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse aux communes ou aux PCI entre 8 000 et 100 000 habitants. On va avoir une vingtaine de lauréats et ces communes, elles doivent disposer, si on peut passer les points suivants, d'un patrimoine bâti conséquent. Alors, conséquent, c'est une trentaine de bâtiments. De données sur celui-ci, à savoir que dans tous les cas, on va construire ensemble, enfin avec le prestataire, donc on va vous aider. De moyens humains, pourquoi? Parce qu'on va vous demander un investissement en temps. Le schéma directeur immobilier énergétique opération groupée, on va demander à la collectivité de vraiment s'impliquer. S'impliquer à la fois l'élu, à la fois l'agent technique et à la fois l'agent financier. Donc, on va vraiment demander ces 3 référents. Et une forte volonté politique, parce qu'il faut savoir que dans des expérimentations précédentes, il y a eu parfois une réorganisation interne des services pour qu'il y ait plus de cohérence et plus de transversalité. Donc, on peut passer à la slide suivante. Au niveau du dossier de candidature, c'est très simple. Vous m'envoyez un mail et je vous renvoie le dossier de candidature qui est assez léger, qui est à me renvoyer avant le 10 mars si vous voulez que votre candidature soit validée. Maintenant, je vais vous parler un peu de 2 autres dispositifs. C'est comment garantir la performance ou le moyen. Donc, chacun correspond à un dispositif, vous allez voir. Donc, au niveau de la performance, on peut passer à la slide suivante. Je vais vous parler du contrat de performance énergétique. Donc, un contrat de performance énergétique, que ce soit pour des bâtiments publics ou des bâtiments privés, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. En quoi ça consiste? Donc, c'est un contrat unique et qui peut passer par un marché public qui est entre un maître d'ouvrage et un opérateur unique qui comporte des engagements de performance énergétique mesurables. Alors, pourquoi mesurables? Parce qu'en fait, dans ce contrat unique, vous allez définir le pourcentage de performance énergétique que vous allez vouloir. Par exemple, je veux qu'à d'ici 2025, ou c'est peut-être un peu tôt, mais peut-être 2030, je veux aboutir à 30% ou 40% de réduction d'énergie. Et puis, je vais choisir de consommation énergétique, pardon. Et je vais choisir dans quel domaine je vais vouloir l'appliquer. Donc, par exemple, est-ce que je veux faire que de la régulation de mes bâtiments ou alors est-ce qu'on peut envisager aussi des travaux de rénovation? Et l'opérateur unique va devoir s'engager sur ce pourcentage. Et si à la fin du contrat, le pourcentage, donc la diminution des consommations énergétiques n'est pas atteinte, là, il va y avoir des pénalités pour l'opérateur unique. Donc, c'est vraiment un gage de performance. Donc, on a un guide. Ici, je vous ai mis les liens que vous retrouverez dans les arrobas. Donc, nous, on a une aide. Donc, la modalité d'aide, donc c'est pour les bâtiments publics avec un taux d'aide de 50%. Qui est plafonné. Donc, je vous mettrai les liens pour le schéma directeur, pour le contrat de performance énergétique et plus loin le commissionnement dans la conversation juste après. Donc, ici, on a un guide qui est très intéressant que vous pouvez consulter. Vous avez les liens directement sur la diapo. On peut passer à la slide suivante. Donc, la deuxième possibilité, si par exemple, vous n'avez pas une opération qui soit importante et qui ne vous permette pas de faire un contrat de performance énergétique, vous pouvez passer sur une mission de commissionnement. Donc, une mission de commissionnement, elle a vraiment une garantie de qualité. Donc, ça assure en fait la coordination renforcée entre acteurs de l'opération. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui va vraiment garantir à toutes les phases le gage de qualité. Alors, ce que je prends comme exemple souvent, c'est que, par exemple, si vous avez donc choisi un bureau d'études qui veut vous mettre des packs parce que finalement, c'est la solution que le bureau d'études connaît le mieux et donc qui veut vous vendre un petit peu sa solution. Le commissionnement, donc lui, il va vraiment vérifier que ce soit la solution qui corresponde au projet. Si par exemple, il y a un réseau de chaleur qui passe finalement dans la rue où vous voulez réhabiliter votre bâtiment, par exemple, eh bien, finalement, il va vérifier que ce soit la solution la plus adaptée au projet et finalement, il va peut-être vous dire de vous raccorder plutôt que d'écouter le bureau d'études ou au contraire que finalement, le bureau d'études avait raison et que c'est la bonne solution. Donc, vous avez plein de descriptions, c'est pareil, je vous ai mis quelques liens.
Donc, engager une mission de commissionnement, finalement, c'est économique parce que ça y a vraiment une maîtrise des coûts et ça évite aussi des problèmes et des surcoûts éventuels. Si on continue, c'est aussi très pratique et c'est un gage de qualité parce qu'il y a une prise en main rapide et efficace due à ce commissionnement. Et au niveau de la qualité, il y a un respect des spécifications techniques et des performances. Il y a aussi le confort et la réputation et la valeur du bâtiment. Si on passe à la slide suivante, au niveau, de nos aides, comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, ça concerne les bâtiments publics. Le privé devrait arriver, mais plutôt au courant 2024 pour certaines aides. Donc, on a un taux d'aide de 50% et là, le plafond, il dépend du nombre de bâtiments. Si vous faites un commissionnement sur, 30 000, sur un seul bâtiment, c'est 30 000 euros. Et si c'est plusieurs bâtiments, c'est 60 000 euros. Donc, commissionnement et CPE, vous avez à chaque fois une demande de performance exigée de moins 40% pour un bâtiment ou moins 30% à l'échelle d'un patrimoine. Donc, comment choisir? C'est très simple. Au niveau du schéma directeur, vous pouvez planifier. Et au niveau du CPE ou commissionnement, vous pouvez avoir un gage, donc un objectif fixé de réduction ou un objectif de qualité. Et ça va aussi dépendre de votre montant, où souvent le CPE va avoir un montant supérieur au commissionnement au niveau des travaux. Donc, je vais vous parler de quelques accompagnements personnalisés que l'on propose, nous, à l'ADEME. Donc, au niveau du premier accompagnement personnalisé, c'est le conseiller en énergie partagée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une aide à la gestion énergétique du patrimoine. C'est un conseiller qui vous permet de réduire la consommation énergétique, maîtriser les charges des communes, identifier les priorités en matière d'investissement, repérer le potentiel des énergies renouvelables, répondre aux enjeux environnementaux et anticiper la réglementation et partager les retours d'expérience et sensibiliser les agents communaux. Donc là, c'est un peu, on va dire, ça vous paraît peut-être un peu bateau. Je vais aller peut-être à la slide suivante qui vous décrit en fait qu'est-ce que le conseil en énergie partagée et pour qui. Donc en fait, c'est un thermicien dont le poste est mutualisé pour plusieurs communes. Donc ça peut être porté par une EPCI, par une intercommunalité, des ALEC, des syndicats. Et donc, qui peut être accompagné? Ce sont les collectivités de moins de 10 000 habitants. On a souvent une efficacité entre moins 15 à moins 30% des consommations énergétiques et on a un facteur 3, donc qui représente 3 euros par an par habitant d'économiser. On a 95% des élus qui sont satisfaits par leur CEP. Ici, donc, nous, on a une offre ADEME. L'offre ADEME, elle correspond donc à ceux qui veulent porter un poste de conseiller en énergie partagée, donc par exemple une EPCI. Et donc, c'est un financement sur 3 ans, à savoir que le conseiller en énergie partagée, il aura accès à un parcours de formation dédié, des outillages et une animation qui se fait de manière annuelle, de manière nationalisée et régionalisée. Là, je vous ai juste mis deux cartes des ALEC et structures assimilées qui portent des conseillers en énergie partagée la plupart du temps. Et donc, vous avez les liens et vous verrez, vous pouvez mettre le nom de votre commune et vous trouverez directement la structure. Un dernier partenaire dont je voulais parler, c'est Ecopolis. Ecopolis, c'est un centre de formation, donc il y a beaucoup d'informations, c'est assez dense, hein, j'en suis désolée. Donc, c'est un centre de ressources qui informe, qui forme, qui accompagne et qui anime. Donc, qui informe parce que c'est un centre de ressources, vous avez de nombreuses ressources sur le bâtiment durable, qui forment parce qu'ils proposent des formations de tout type, que ce soit sur les matériaux biosourcés, sur l'urbanisme favorable à la santé ou l'économie circulaire, qui accompagnent parce qu'ils sont dans une démarche quartier et bâtiment durable francilien que je vais détailler juste après, et qui animent parce que c'est un large réseau de professionnels autour du bâtiment. Donc, la démarche quartier bâtiment durable francilien, c'est une démarche d'accompagnement. Donc, quartier et bâtiment durable, c'est à l'échelle nationale et Ecopolis le porte à l'échelle de l'Île-de-France. Et donc, c'est un accompagnement qui vous permet de vraiment prendre en compte de manière optimale tous les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et urbains. Et il y a une évaluation et beaucoup de retours d'expérience. Donc, il y a 4 niveaux de reconnaissance et vous pouvez être suivi en phase amont, en phase chantier et en phase
2 ans après l'exploitation. Là, je vous ai juste mis des documents de sobriété que vous pouvez aller voir plus tard, mais que je ne vais pas détailler aujourd'hui. On a un parcours entreprise et un parcours collectivité. Et je crois que mon temps est écoulé. Merci beaucoup Camille, c'était fort intéressant. Donc, elle vous l'a peut-être pas dit, mais vous pouvez évidemment prendre contact avec Camille si vous avez d'autres questions. Et on va passer à la séquence pitch. Et à la fin de cette séquence pitch, vous pourrez, donc il y aura 3 pitchs. Et à la fin de ces 3 pitchs, vous pourrez déjà poser des questions aux 3 pitchers ou à Camille si vous avez aussi des questions auprès d'elle. Donc, alors, Laurent Riscala qui est là et qui est adhérent au réseau IDF Éco-entreprise, qu'on connaît bien, va nous présenter sa solution. Je mets le timer. Laurent, tu as l'habitude. C'est à toi. Bonjour, donc je suis Laurent Riscala, le président et cofondateur d'Ecoxia, qui est une société innovante dans l'éco-construction neuve. Alors, je tiens d'abord à remercier le PEX et ses partenaires pour l'organisation de cette vitrine de l'innovation, ainsi que vous tous pour votre présence. Alors, comme vous pouvez le voir sur la première slide, Ecoxia est membre ou lauréate de nombreuses associations sur la slide précédente, régionales, nationales et internationales. Et cela s'explique par le fait que nous sommes un pionnier de l'éco-construction neuve depuis 2011. Alors, diapo suivante. Donc, Ecoxia a développé un système constructif pour réaliser tout type de bâtiments simples, à la fois bas carbone, haut confort et à coût maîtrisé. Donc, l'idée, c'était vraiment de démocratiser cette promesse d'écologie, d'économie et de confort pour les petits bâtiments neufs qui ne nécessitent pas beaucoup de bureaux d'études et d'entreprises spécialisées. Je dirais enfin que si nous sommes toujours présents après 12 ans sur un marché qui commence seulement à émerger, c'est que nous sommes une entreprise sérieuse, prudente et déterminée à apporter sa solution au maître d'ouvrage. Diapositive suivante, qui reprend un petit peu notre historique. Donc, on peut distinguer 3 étapes dans notre développement. Une phase de mise au point de notre innovation entre 2011 et 2016, avec notamment le prototype qui sont nos bureaux d'où je vous parle. Une phase de démonstrateur de notre solution à partir de 2017, avec la conception et la réalisation d'une douzaine de bâtiments exemplaires. Et comme vous pouvez le voir, répondent à différentes typologies, logement, tertiaire, ERP. En ce qui concerne la SAS Ecoxia, elle est aujourd'hui assurée en tant que contractant général auprès de la SMA BTP. Et elle comprend une petite équipe pour animer nos partenaires et déployer notre solution. Sur la diapo suivante, on voit qu'une nouvelle étape de notre développement s'ouvre cette année, avec d'une part le renchérissement de l'énergie et l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020. C'est donc un vrai changement de paradigme dans l'équation de la construction neuve qui se met en place. Et puis, d'autre part, Ecoxia est maintenant soutenu par la région Île-de-France dans le cadre de l'AMI B3 pour développer un site de fabrication afin de gagner en agilité et en compétitivité. Alors, sur la diapo suivante, je vous présente un petit peu notre innovation. Alors, je souhaite d'abord rappeler que la très haute performance énergétique, de niveau passif par exemple, ne va pas de soi. Elle implique une bonne conception qui permette une bonne réalisation et avec malheureusement des risques qui demeurent au niveau des interactions entre les lots. Donc, l'idée d'Ecoxia et de l'enveloppe intelligente, c'était de regrouper tous ces lots, tous les lots de la performance énergétique en un seul macro-lot, l'enveloppe intelligente, qui est donc d'abord une innovation d'organisation. Alors, l'enveloppe intelligente est encore aujourd'hui toujours le seul macro-lot dédié à la construction passive et donc avec une seule entreprise pour en garantir le bon résultat. Donc, Ecoxia conçoit et réalise une superstructure qui va comprendre les éléments porteurs en construction bois, donc murs et charpentes, les menuiseries extérieures, leur protection solaire pour le confort d'été, l'isolation thermique de ses parois,
l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, le système de chauffage et de ventilation, et parfois même les façades si la préfabrication le permet. Donc, sur la diapositive suivante, on va pouvoir détailler un peu plus la carte d'identité présentée au tout début. Et notre technologie permet donc de construire bas carbone, parce qu'on utilise en phase chantier des matériaux biosourcés, le bois, mais aussi les isolants. Et en phase d'exploitation, on a un bâtiment de type passif, donc très économe en énergie. Sur l'aspect au confort, je dirais que notre solution elle apporte déjà une sérénité au maître d'ouvrage quant à la bonne exécution, bonne construction du bâtiment. Et puis, on apporte aussi des éléments de confort sensoriel pour les occupants de ces bâtiments, que je détaillerai si on pose la question. Et enfin, donc, coût maîtrisé. Tout d'abord parce que notre macro-lot, il est cohérent et optimisé. Il est préfabriqué, donc il y a une industrialisation et des économies d'échelle. Et puis, comme on l'a dit, la hausse et la raréfaction de l'énergie fait qu'il est vraiment intéressant aujourd'hui. Il vaut vraiment mieux investir plus à la construction pour économiser en phase d'exploitation. Donc, pour conclure, je dirais que notre système constructif repose sur 3 grandes idées. Le passif, le bois et la préfabrication. C'est donc une solution idéale pour construire tout type de petits bâtiments ou petits programmes immobiliers neufs qui soient conformes à la nouvelle réglementation RE 2020 et qui peut même viser le seuil 2028, voire 2031. Voilà, et puis je dirais par ailleurs que nous sommes aussi à l'écoute pour développer des partenariats afin de monter notre future unité de production, partenariats qui peuvent être financiers, techniques ou économiques. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. C'était très clair. Nous allons, et puis tu as tenu 6 minutes 00. Je veux dire que c'est assez Pas incroyable. mal. Pas mal. Nous allons maintenant entendre Jean-Pierre Monchot qui va nous présenter sa solution de Tmax Ingénierie. Jean-Pierre, je vous mets pareil, 6 minutes et je vous laisse vous présenter. C'est à vous. Est-ce que Jean-Pierre est là? Voilà, excusez-moi. Ben, écoutez, je vais vous présenter la société Tmax Ingénierie sur la diapo suivante. Donc, on est une spin-off d'un laboratoire de thermique de l'Université Paris-Est, Créteil. Donc, c'est une société qui a été créée en 2014 et qui est issue du Centre d'études en thermique et environnement et systèmes. Nous avons démarré grâce à l'incubateur Descartes qui est sur Champs-sur-Marne et notre domaine d'activité, c'est l'expertise thermique, plus particulièrement la caractérisation thermique des matériaux et la réalisation d'instrumentations spécifiques dans le domaine des bâtiments et de l'environnement. Nous avons actuellement 3 salariés et nous avons 3 brevets à notre actif. Voilà. Donc, je vais vous présenter la société plutôt par les activités qui nous intéressent aujourd'hui, parce qu'on fait pas mal de mesures pour des industriels de l'aéronautique, mais ce n'est pas forcément le secteur. Donc, la première application pour laquelle nous avons 2 brevets, c'est une application de cartographie thermique des routes et des centres urbains. Donc, le principe est grâce à une caméra thermique et des capteurs environnementaux, donc température d'air, hygrométrie et éventuellement ensoleillement, de faire une cartographie géolocalisée des villes. Alors, pour les villes, nous avons travaillé pour la mairie de Paris pour les problèmes de risque hivernal, c'est-à-dire pour mieux localiser les endroits qui seraient nécessaires à sabler ou à traiter par du sel, et pour éviter de faire des salages massifs qui sont nuisibles à l'environnement. On a aussi des cartographies été pour détecter les îlots de chaleur urbains et pour le confort été. Donc, c'est pour permettre, à l'avantage par rapport à une cartographie aérienne, c'est qu'on peut détecter les canyons urbains qui sont des sources d'îlots de chaleur assez importants.
Nos clients précédemment, ça a été la ville de Paris, la RATP, et on a aussi travaillé sur des mesures plus ponctuelles avec Aéroport de Paris qui avait choisi une cartographie aérienne qui est plus adaptée puisque les pistes sont plates, hein, il n'y a pas de canyon urbain sur les aéroports. Voilà, on va voir la diapo suivante. Donc, une grosse partie de notre travail de mesure et d'investigation, c'est pour le secteur du bâtiment, c'est des mesures d'albédo, c'est le facteur de réflexion solaire. C'est-à-dire qu'une surface blanche, on le sait, est plus performante en été pour éviter l'accumulation de chaleur et avoir un meilleur confort été. Donc, on fait aussi des mesures d'émissivité. Donc, ça, on a un appareil qui est breveté qui permet de mesurer. Là, on montre plusieurs mesures que l'on a faites pour la SNCF, pour des problèmes d'essieux, pour du bâtiment et des plateformes multifonctionnelles pour le secteur pour des plateformes, oui. Donc des mesures d'albédo et d'émissivité qui permettent de déterminer ce qu'on appelle le SRI. C'est un indice de réflectance solaire qui prend en compte les données dans le visible, c'est-à-dire le facteur de réflexion solaire, et aussi l'émissivité. Le SRI est nécessaire pour les certificats d'économie d'énergie, puisque maintenant, pour le tertiaire, vous pouvez accéder à du C2E, mais il faut du SRI avant et après vieillissement des surfaces. Et ça permet aussi d'avoir une certification LEED qui nécessite des surfaces suffisamment réfléchissantes pour le confort été. On va voir la diapo suivante, s'il vous plaît. Et pour permettre de faire ces mesures, nous faisons les mesures pour les clients. Ils nous envoient des échantillons, des carottages où on vient les faire sur place, sur site. Mais on peut aussi vendre des appareils de mesure d'émissivité et d'albédo. On a vendu à Lézier, à pas mal d'universités, puis MBDA, qui est un fabricant d'armement, pour des problèmes de discrétion thermique. Ensuite, un autre appareil qui peut intéresser le secteur du bâtiment, et on peut intervenir pour faire des mesures de résistance thermique de bâtiment. Le principe consiste, à la différence d'une méthode passive normalisée qui est la ISO 9869, on a une méthode active qui permet de mesurer, parce que la méthode passive oblige de le faire en hiver, la méthode active qu'on propose permet de caractériser les parois opaques en n'importe quelle saison. Ça peut être du contrôle, de l'autocontrôle pour les fabricants. Ça peut être aussi d'évaluer les performances des parois avant rénovation, de manière à pouvoir quantifier plus précisément le gain d'une isolation supplémentaire, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, donc c'est un projet qui a été... L'appareil sera disponible à l'automne. Et c'est un appareil qui a été développé en collaboration dans un projet ANR avec le CEREMA, le CSTB, le LNE, l'Université Gustave Eiffel au travers de l'IFSTAR, donc le laboratoire central des ponts et chaussées. Et cet appareil permet soit de caractériser les parois existantes ou après pour vérifier par échantillonnage la qualité de l'isolation. Voilà, la diapo suivante. S'il vous plaît, merci. Donc voilà, là c'est juste pour montrer comment fonctionne l'appareil. On le pose contre une paroi et pendant 6 heures, il va ausculter la paroi. Donc on va passer à la diapo suivante. Voilà, pour vous dire qu'on a fait aussi du diagnostic par thermographie. On l'a fait il y a très longtemps sur l'école de Noisiel et on l'a fait aussi pour Orpea, pour des bâtiments d'accueil de personnes âgées, pour vérifier la performance par thermographie. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci également. Moi, je suis tout à fait sensible à votre sujet, parce qu'en plus, je suis née à Noisy-le-Grand, donc je connais bien votre secteur. C'est sympa. Merci beaucoup, Jean-Michel. On va maintenant écouter Jérémy Jean, fondateur donc, de eGreen, qui va nous présenter sa solution. Jérémy, vous êtes là? Tout à fait, je suis là. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci au PEX pour cette invitation. On est ravis d'avoir l'occasion de présenter eGreen, qui est une entreprise que j'ai créée en 2012, spécialisée dans la réduction des consommations d'énergie dans le bâtiment, à la fois tertiaire et immobilier. On est accompagné à la fois par Cap Digital, Paris Senco et par l'IP2I, un institut dans la performance de l'immobilier. Et donc, si on passe à la slide suivante,
Donc, le cœur de métier d'eGreen, c'est en fait, comme j'ai dit, la réduction de l'empreinte environnementale du monde de l'immobilier. Ça a très justement été rappelé que en région Île-de-France, Madame Batteux nous disait que c'est 46% des émissions de CO2, c'est un tiers en France, le secteur du bâtiment environ. Et donc, avec eGreen, on essaie de réduire les consommations pour l'exploitation de ces bâtiments au travers de 3 piliers. Le premier, c'est les sciences du comportement. Comment est-ce qu'on peut intégrer l'occupant de ces bâtiments dans une démarche d'économie d'énergie? Le deuxième, c'est l'analyse des données. On vient capter des données issues de compteurs communicants, issues de capteurs, issues de ce qu'on appelle l'Internet des objets, de tout ce qui est données open data météorologiques. Et enfin, c'est un accompagnement digital et physique pour promouvoir l'ensemble de l'identification des axes d'économie d'énergie et des préconisations. Ça se base notamment sur une étude que j'ai menée à Berkeley aux États-Unis dans le champ de la psychologie et de la motivation. C'était en 2009 dans le cadre de mes études et l'idée était d'identifier ce qu'on appelle des biais persuasifs qui sont des facteurs incitatifs de changement et qui permettent d'engager des occupants dans une démarche d'économie d'énergie. Et on sait que l'exploitation du bâtiment avec une collecte des données pour mieux piloter son bâtiment et les usages avec l'intégration de la sensibilisation des occupants sont 2 approches extrêmement importantes et critiques pour mieux réduire l'ensemble de ces dépenses. Si on passe à la slide suivante, on travaille à l'heure actuelle aussi bien avec des entreprises qu'avec des collectivités. On va plutôt bien sûr s'attarder sur les collectivités à l'heure actuelle et on le verra en fin de présentation. On pilote l'ensemble du patrimoine public de la ville de Puteaux. On a mis en place un certain nombre de démarches avec d'autres collectivités comme la ville de Brest, la ville de Biarritz, le Grand Annecy ou le département Corrèze, ou également la ville de Paris, avec aussi bien en centrale qu'au sein de certains arrondissements comme la mairie du 17e. Et donc, ce qu'on propose, c'est dans un premier temps, comme j'ai dit, de capter différentes données. Comme le disait Lord Kelvin, il faut pouvoir mesurer pour agir derrière. Et donc, on va aller s'interfacer au compteur communicant. Vous avez peut-être entendu parler du Linky pour Enedis ou du Gaspard pour GRDF. On est en fait tiers de confiance auprès des gestionnaires d'énergie. Donc, le titulaire de l'abonnement de fourniture d'énergie, qui est une collectivité par exemple, peut nous signer un accord, un consentement. Et automatiquement, on peut récupérer toutes les données de consommation comme le ferait finalement un fournisseur pour facturer. Nous, on le fait, mais dans le cadre d'un accompagnement aux économies d'énergie. Et donc, toutes ces données sont mises à disposition de manière gratuite et on peut les collecter. On peut bien sûr croiser aussi avec de l'import de factures. Automatiquement, sur notre plateforme, on peut aller lire les PDF et récupérer toutes les informations utiles. Ça peut être de la saisie manuelle dans le cadre d'opérations de maintenance, par exemple, sur des compteurs qui ne seraient pas communicants, ou on peut intégrer des capteurs de mesure, soit pour faire du sous-comptage dans des tableaux divisionnaires, par exemple, pour sous-compter certaines consommations. Ça peut être, par exemple, les véhicules électriques, les bornes de recharge, ça peut être la partie CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Si on veut avoir plus d'informations, on peut aussi aller installer différents capteurs de mesure. Et toutes ces données remontent, et donc c'est sur la slide suivante, sur une plateforme qui permet, donc ça c'est l'un de nos 2 produits, c'est cette plateforme de monitoring et de management des données de consommation. Elle permet de superviser l'ensemble des dépenses énergétiques de son patrimoine, de simplifier les échanges entre les parties prenantes, entre les propriétaires, les occupants, éventuellement les mainteneurs et l'ensemble des intervenants, les bureaux d'études ou autres. Ça permet de suivre facilement les économies d'énergie réalisées par rapport à des actions de performance énergétique et de suivre donc le retour sur investissement, de suivre l'impact final. On sait qu'il y a des fois des différences entre ce qui a été modélisé et identifié comme impact par des travaux de rénovation en amont et les économies réelles sur le terrain une fois les travaux réalisés. Donc tout ça permet de piloter et bien sûr d'identifier des alertes, d'identifier des anomalies pour pouvoir derrière avoir du reporting personnalisé et à la fois capter la donnée et traiter l'ensemble de ces informations qui peuvent être très importantes pour en tirer derrière des conclusions qui permettent de gagner du temps dans la mise en œuvre d'opérations. Si on regarde sur le deuxième produit, donc c'est 2 solutions qui peuvent être proposées de manière indépendante ou de manière conjointe. Là, c'est la solution plutôt qui s'adresse aux occupants avec ce qu'on appelle une application de coaching d'occupants qui va permettre aux occupants des bâtiments à la fois d'avoir un suivi des consommations mais de manière intelligible. Il ne s'agit pas de dire à un agent municipal « votre bâtiment a consommé 32 kWh hier »,
ça ne va pas forcément lui parler. Par contre, si on lui dit qu'il a consommé 32 kWh hier, que c'est 15% de moins que les mêmes jours, par exemple les mêmes mercredis des mois précédents, et qu'il y a une trajectoire d'économie par rapport au décret tertiaire de 30% et qu'on est sur la bonne voie, et que par rapport à d'autres bâtiments, et ben, finalement, on est un peu plus élevé et que ça correspond à X kilomètres de trajet de voiture électrique, ben là, on commence à apporter du sens. Et si en plus on propose des défis éco-responsables et des challenges pour animer une démarche, eh ben, on arrive à faire en sorte que l'ensemble de ces agents puissent maîtriser mieux leur consommation et surtout se mettre dans une posture active d'économie d'énergie et de mise en œuvre d'actions dans leur quotidien. Et donc, dernière slide pour respecter les 6 minutes. Un exemple sur la ville de Puteaux, comme je disais, on gère donc leurs 150 bâtiments publics, c'est plus de 500 points de mesure qui remontent sur notre plateforme, aussi bien les consommations d'électricité, de gaz et d'eau. Et au travers de notre plateforme, ils peuvent avoir le management de l'énergie, donc visualiser l'ensemble des dépenses sur leur patrimoine, lancer des démarches de sensibilisation des occupants. Donc, par exemple, on a lancé différents challenges d'économie d'énergie auprès des agents municipaux. L'idée, c'est de faire, par exemple, auprès des agents dans les bureaux administratifs et ensuite de travailler plutôt sur les écoles et sur différentes typologies. Et enfin, Madame Batteux en a parlé, on gère aussi le décret tertiaire. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur l'atteinte des objectifs du décret tertiaire qui sont plutôt ambitieux pour les collectivités, et donc de pouvoir bien sûr déclarer sur la plateforme Opérate et de leur faire gagner du temps, mais également de leur montrer tous les indicateurs qui leur permettront d'atteindre ces objectifs d'économie d'énergie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que par hasard, dans les questions, est-ce qu'il y a des spectateurs qui ont des questions? N'hésitez pas à lever la main, je vous ouvre le micro. Ou moi, j'avais une question, sinon, Jérémy, est-ce qu'il faut une taille de ville suffisamment conséquente pour que votre solution soit mise en œuvre ou est-ce que ça peut être sur des petites villes, ça peut être, Ça peut effectivement tout à fait être sur des petites villes ou des villes plus importantes comme la ville de Puteaux, mais on travaille par exemple avec Savigny-sur-Orge, avec un certain nombre de bâtiments, mais ça peut être voilà, avec toute taille de ville. Il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir un gros patrimoine de bâtiments pour avoir des économies d'énergie à la clé parce qu'on travaille bâtiment par bâtiment. D'accord, bâtiment par bâtiment. Est-ce que il y en a qui veulent lever la main? Je peux vous ouvrir les micros. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ou est-ce que ça peut passer par le chat si vous préférez, si vous êtes timide? N'hésitez pas. Bon, je crois que là, on va avoir peu de questions. Après, si vous voulez, entre vous, vous poser des questions au niveau des panélistes ou si vous avez des remarques à faire par rapport à ce que vous avez déjà présenté, ou s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. Ça peut, on peut être simplement comme ça. Est-ce qu'au niveau de l'ADEME Île-de-France, est-ce que c'est les collectivités qui viennent vous voir ou est-ce qu'une éco-entreprise peut aussi vous solliciter pour permettre à la collectivité ou à l'aménageur d'avoir des subventions? Est-ce que ça arrive que les éco-entreprises montent les dossiers pour les... Ça arrive après au niveau du suivi et de la gestion, on préfère que le bénéficiaire ce soit la collectivité. Enfin, dans tous les cas, le bénéficiaire ce sera la collectivité. Après, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'elle ait une aide pour le montage des dossiers. Ça peut aussi... Bon, à minima, une éco-entreprise peut être prescriptrice. Donc, c'est important que tout le monde soit bien au courant de tout ce que vous faites. Voilà. Tout à fait. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va continuer. On est aussi bien. Comme ça, on ne sera pas en retard. Merci beaucoup à tous. Nous allons maintenant accueillir Jocelyne Fressine d'Aïga qui va nous présenter sa solution. Jocelyne, c'est à vous. Vous avez 6 minutes. Oui, merci Sophie. Bon, vous avez vu, Cyril Zexer a été remplacé. On va parler de sobriété énergétique dans les bâtiments et la sobriété énergétique, elle passe bien sûr par des systèmes performants, innovants ou pas, mais qui nécessitent de conserver aussi leur efficacité dans le temps. C'est pour ça que nous travaillons sur 2 axes qui sont complémentaires pour réduire les consommations d'énergie.
Et le premier axe, qui est celui que vous avez énoncé, qui est le traitement du combustible lui-même, en ce sens qu'on va conditionner le gaz et le fuel au travers d'un appareil spécifique que je vais détailler derrière, pour réaliser des réductions de consommation immédiates, de l'ordre de 8 à 10% selon les installations. Mais ça serait trop beau qu'on arrive à vraiment valoriser ces 10% si derrière les réseaux qui font les échanges thermiques dégradent cette performance. Donc, on va en complément faire des opérations de détartrage et désembouage des réseaux. Il y a la nouvelle loi qui oblige maintenant à désembouer tous les 5 ans, mais désembouer, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi détartrer en douceur les réseaux. Sur les réseaux anciens, on a, par la conception qui était à l'époque, années 70-80, beaucoup de rechargements en eau qui ont entartré les réseaux. Et détartrer chimiquement, c'est très compliqué. D'après l'US Bureau of Standards, 1 mm de tarte dans un réseau, c'est quand même 9% d'énergie perdue. 2 mm, c'est 15%. 2 mm, c'est rien du tout. Donc, il faut absolument que ces deux opérations soient complémentaires et pour que dans le temps, on conserve les économies d'énergie réalisées. Donc, si vous avez bien calculé, on doit arriver pas loin de 20% immédiatement et avec en prime, si je puis dire, une réduction des émissions polluantes puisque par le traitement du combustible, par son conditionnement, on va améliorer la combustion, donc on va réduire les émissions. Donc tout ça, c'est quand même très vertueux. Et alors, comme on n'est pas obligé de nous croire, depuis de nombreuses années, étant donné que ce système est toujours très innovant, il doit y avoir 2 personnes dans le monde qui arrivent à faire ça, la garantie des résultats est faite par un protocole individualisé chez le client, de sorte qu'il voit vraiment avant, après, ce qui s'est passé et quel est son potentiel d'économie d'énergie. Et justement, Cyril, il est sur un bilan thermique important, sur une très grosse chaudière de 17 mégawatts, là. Et donc, malheureusement, la date était fixée et tout s'est télescopé. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Là, on vous détaille, on vous montre précisément comment ça se passe, c'est-à-dire on va conditionner le combustible, je vous ai dit, mais c'est une opération qui est extrêmement fugace en ce qui concerne le gaz. Hein, c'est un champ magnétique extrêmement puissant qui va agir sur la rupture de la molécule, la séparation du carbone et de l'hydrogène. Et donc, en facilitant cette rupture, en fragilisant la molécule, on va avoir plus d'énergie disponible derrière. Mais ça, il faut la récupérer tout de suite. On est dans l'ordre des millisecondes, là. Donc, ça veut dire qu'un appareil par brûleur, un appareil par chaudière. On n'a pas une rémanence de longue durée. Pour le fuel, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc ici, vous avez une certification, entre guillemets, qui avait été faite par l'Association de la formation professionnelle de l'industrie, avec une chaudière totalement instrumentée, y compris la chromatographie du gaz, pour mesurer tout ce qui rentre et tout ce qui sort dans la chaudière. Et donc faire la différence entre un fonctionnement normal et un fonctionnement avec notre appareil. Là, dans certaines allures, on est arrivé à 12% d'économie d'énergie. Ça veut dire une valeur moyenne de 9-10 sur des chaudières classiques en fonctionnement. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, oui, excusez-moi, vous pouvez revenir? Ça vous ennuie? Bon, merci. En complément, c'est extrêmement simple d'installation. On a un retour qui est immédiat. Enfin, les temps de retour ROI sont d'une saison de chauffe, même pas. Ça, c'était au tarif ancien. Hein. Aujourd'hui, j'ose même pas imaginer à combien nous sommes, à quelques mois. Voilà. Donc, on peut passer à la suivante, où c'est le deuxième volet de notre action, puisque je vous dis maintenir en état les réseaux pour qu'ils aient un bon échange, détartrer par l'intérieur, en douceur, les radiateurs, les réseaux de froid, les réseaux de chaleur.
et en travaillant à la fois sur le calcaire et sur les bactéries, parce que dans ces réseaux, on met beaucoup de produits chimiques qui sont aussi source d'embouage, et donc on va remplacer à la fois les produits chimiques et conserver et détartrer les réseaux pour maintenir leur efficacité. Voilà. Ça fait partie ici des garanties de résultats qu'on apporte, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne le tartre, ce n'est pas très compliqué, on fait des marchés de témoins. On conditionne le calcaire aussi pour qu'il se structure différemment et après on va capter les éléments qu'on a détartrés dans des désemboueurs. Et vous voyez ici une installation sur un réseau, on ne traite qu'une petite partie, c'est de l'eau captive, donc voilà. Je suis désolée, il va falloir conclure parce que les 6 minutes sont passées. Alors, Bien, merci. Donc là, simplement la vision de tout ce qu'on peut gagner sur les différents systèmes en maintien de l'efficacité, donc en sobriété énergétique, on en revient toujours là, que ce soit l'eau chaude sanitaire, les ballons, les chaudières, la climatisation, les tours quand il y en a. Voilà. Et juste pour finir, la dernière, pour indiquer qu'aujourd'hui, nous étions essentiellement dans des gros sites industriels qui sont très consommateurs, mais aussi des hôpitaux, très nombreux hôpitaux. Il y a plus de 110 hôpitaux équipés en France avec nos appareils, partout là où il ne faut pas de produits chimiques et donc où on a besoin d'une efficacité permanente. Voilà, fabrication française, c'est le dernier mot, rapatrié en 2021. Nous sommes fabricants et distributeurs et voilà, on a fait un certain nombre de certifications qui permettent d'accompagner la démarche environnementale depuis longtemps. Eh ben, merci beaucoup, Jocelyne. On ne parle pas assez, effectivement, que les hôpitaux ont des gros besoins en solutions de transition écologique énergétique parce que ce sont des gros consommateurs aussi. Donc, il faut effectivement, il y a du travail. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons maintenant écouter Jérôme Mougel de OCD Environnement qui va également nous présenter sa solution qui, à mon avis, va vous étonner pour la sobriété énergétique. Allons-y, Jérôme, c'est à vous. Vous m'entendez? Tout à fait, si vous Oui. avez 6 minutes. Bonjour à tous et merci pour l'organisation de cette séance. Audition Environnement, donc nous sommes une société de 80 personnes. On travaille en France, mais on a également des filiales au Mexique, au Benelux, au Chili. Et on travaille dans une trentaine de pays via des revendeurs aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Voilà, vous pouvez passer à la première slide. Notre métier, c'est d'inventer des solutions pour une gestion éthique de la ressource eau qui permettent que son utilisation ne se fasse pas au détriment de sa préservation. Alors, l'eau utilisée dans l'industrie, nous on vient de l'industrie, hein, et je vais vous présenter ce que l'on fait dans le tertiaire. L'eau est entartrante, elle est corrosive, elle peut être véhiculée aussi des problématiques de biocides, enfin de bactéries. Et donc, notre solution, c'est de trouver des solutions pour gérer ça. Donc, la deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, on travaille dans les circuits fermés chaud ou froid, les tours de refroidissement, les réseaux de chauffage urbain. On traite énormément de réseaux de chauffage urbain. On a également des produits pour la géothermie, haute et moyenne température. Et pour les chaudières à vapeur et puis les eaux chaudes sanitaires, on a une certification du CSTB là-dessus. Donc, tout est fabriqué en France, à Recueil, c'est près du Mans. Et je vous invite à passer à l'autre slide. Donc, on est chimiste. Alors, moi, je suis thermicien. Et on parle à des thermiciens. C'est que dans la rénovation thermique, on parle toujours d'isolation, etc. Nous, on va plus s'intéresser à l'utilisation de l'eau comme fluide caloporteur qui va transmettre l'énergie un peu partout dans les bâtiments, dans les circuits de chauffage, mais également sur l'eau chaude sanitaire. Et là-dessus, on a ce qu'on appelle des performances. Donc, la performance hydrique, comment je vais faire pour économiser de l'eau. Performance CO2, comment je vais faire pour économiser du CO2, de l'énergie, pour faire des produits les plus environnementaux possibles. La performance immatérielle, c'est comment je vais former les gens à suivre leurs installations, les exploitants. Les actifs, c'est comment je vais mettre des actifs les plus performants possibles, comment je vais fiabiliser les installations, comment je vais garantir les installations, comment je vais sécuriser les installations. Je vous invite à passer à la slide suivante. Je ne vais pas détailler toutes les performances, mais on a une action sur chacune des performances. Par exemple, les performances du CO2 ou du gaz à effet de serre, c'est avoir des échangeurs propres.
Donc, comment maintenir un échangeur propre et comment lui permettre d'avoir toujours son efficacité égale au premier moment où vous l'avez installé. On va jouer aussi sur comment on va faire pour diminuer les déplacements, pour faire des maintenances ou des choses comme ça, ou pour aller surveiller si l'adoucisseur ou le smoother ou l'échangeur est bien conditionné. Et on a ce qu'on appelle du monitoring Audi Secure. Je vais vous demander l'autre slide. Alors, un exemple, je rentre directement dans le vif du sujet. Donc, on a comme gros client OFEA qui est un bailleur social. Donc, on gère là-bas 13 500 logements. On a 550 Audibox. Je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. C'est un système qui permet de monitorer les installations. On a 180 tonnes de sel. On a 600 000 m3 de CS conditionnés et surveillés. On a 30 tonnes de produits filmogènes qui protègent contre l'entartrage et la corrosion. Et on a 1300 m3 de circuits chauffage conditionnés et suivis. Alors, c'est le volume complet de tous les circuits de chauffage, 150 fois le volume pour des petits ou des moyens bâtiments. Donc, le monitoring, qu'est-ce que c'est? C'est de voir, par exemple, comment fonctionne l'adoucisseur. Est-ce qu'il fonctionne bien? Donc, on est capable de rendre intelligent n'importe quel adoucisseur. Est-ce que vous avez du sel dans le bac à sel de l'adoucisseur? Combien vous faites de régénération? Est-ce que vous avez la bonne consommation de sel versus la régénération que vous faites? Ce qui nous permet de déterminer si tout fonctionne bien. La slide suivante. On a également du monitoring sur le dosage de produits qui va vous permettre d'éviter l'entartrage, la corrosion sur les installations. Donc, on sait en permanence si vous avez le bon dosage, la bonne ni trop peu, et puis la bonne protection anti-tartre, anti-corrosion. Donc, ce qui nous permet de garantir entièrement tous les systèmes, de nous garantir l'entartrage, la corrosion sur les circuits ECS et circuits fermés. On a également une mesure de performance. Donc, on travaille beaucoup sur les jumeaux numériques aussi, sur qu'est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux être dans le futur. Donc, on sait, bien sûr, on mesure les températures, départ, température, retour, chauffage, les pressions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que l'on fait, mais on a une partie performance de l'installation. C'est-à-dire qu'on concatène beaucoup d'éléments avec des algorithmes métiers qui nous permettent de savoir si votre installation est sous surveillance et si elle fonctionne bien ou pas. Les références sur Paris, donc on travaille avec tous les énergéticiens, on est référencé chez tous les énergéticiens, Dalca, Engie, IDEX, Sodexo, Vinci. Généralement, on ne travaille pas. Alors, à Paris, on travaille directement avec des bailleurs sociaux, mais quand il y a des exploitants qui sont là, on travaille en direct avec eux également pour permettre de maintenir en parfait état leurs installations. Donc, on a été validé par le CSTB. Donc, on est les seuls là-dessus avec nos systèmes automatisés qui nous permet de faire 2 visites sur les circuits plutôt que 4. Donc, ce qui nous permet aussi d'économiser de la performance sur le suivi des installations. On a une vision globale sur les installations et notre système traitement des eaux nous permet d'alimenter et d'optimiser le fonctionnement thermique des installations et de garantir le bon fonctionnement. Chez OFEA, ils cassaient 10 ou 20 chaudières par an. Maintenant, ils ne cassent plus de chaudières, ils n'ont plus d'entartrage, plus d'embouage. C'est surveillé, garanti et validé par des rapports automatiques et des suivis aux petits oignons. Voilà. Je crois que j'ai tenu les 6 minutes. Oui, merci beaucoup Jérôme, c'était parfait, c'était pareil, à la seconde près. Vous devez avoir chacun vos timers parce que vous faites ça très bien. Merci beaucoup. On va maintenant écouter la solution de Michael de chez Beldi. Est-ce que vous êtes là? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, c'est parfait. Parfait. C'est à vous. Alors, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Encore merci de donner la parole aux éco-entreprises comme la nôtre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Beldi, sa solution, qu'est-ce qu'on propose, à qui on le propose. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, Beldi a été créé en 2017. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps jusqu'à aujourd'hui. De base, c'est parti d'un constat. Le constat que les données qui étaient issues d'exploitation n'étaient pas forcément exploitées à leur juste valeur. Beaucoup de données étaient pas assez approfondies. Et une application a été créée, une application tablette qui est couplée du coup à une plateforme web. Je vais vous en parler par la suite. Il y a eu plusieurs tours de table en ce qui concerne les levées de fonds. Beaucoup d'acteurs ont cru en nous et continuent de croire en nous. À l'heure actuelle, Beldi est déjà utilisé par 9 des 10 plus grosses sociétés de maintenance en France. On a également certains déploiements qui sont
prévues et d'autres qui ont déjà été actées sur la région Île-de-France et sur tout le territoire national, côté collectivité. Et au niveau des collaborateurs, nous étions 4 en 2017, nous sommes aujourd'hui 35 et on prévoit de doubler nos effectifs d'ici la fin de l'année. On peut passer à la slide suivante. Alors, au niveau des enjeux des collectivités, il me semble que Camille Bateau l'avait rappelé un peu plus tôt, il y a un peu plus de 15% du patrimoine national qui est déjà détenu par les collectivités territoriales. Il s'agit parfois d'un patrimoine qui est vieillissant, parfois de patrimoine qui est neuf. Mais en revanche, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de réussir à le maintenir en bonne et due forme. Et donc, les enjeux des collectivités concernent du coup la partie réglementaire, la bonne collecte des données terrain, ainsi que les investissements, en passant, si c'est possible, bien sûr, par dispositif certificat d'économie d'énergie. Pour la partie conformité réglementaire, il me semble que ça a été rappelé un peu plus tôt également, notamment le décret tertiaire qui objective le fait de réduire de manière graduelle les consommations d'énergie. Le premier palier de 40%, enfin de moins 40% d'ici 2030. Et pour cela, il faut, je pense, s'épauler des bons acteurs et des bonnes solutions pour y parvenir. Et je pense que l'on peut passer à la slide suivante. Donc, notre solution, ce que l'on propose, on a une application d'audit numérique qui est utilisée soit par des mainteneurs, soit par nos clients finaux, donc des collectivités ou des entreprises privées, qui va permettre en fait de vraiment sourcer la donnée et toutes les spécificités sur un équipement technique ou sur un bâtiment ou sur un parc au global pour réussir justement à bien les intégrer dans la plateforme et automatiser certaines prises de décision qui peuvent sembler un peu ardues de prime abord. Et sur la plateforme, on a du coup la possibilité de mettre en relation plusieurs acteurs. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, on travaille avec 9 des 10 plus grosses sociétés de maintenance en France. Avec certaines, nous sommes déjà interconnectés pour justement une plus grande fluidité de l'information côté collectivité ou côté mainteneur. Ça nous permet également d'identifier, pas encore, ça nous permet également d'identifier automatiquement les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, pour entreprendre justement des travaux et des actions de rénovation à plus fort impact. Et on peut également suivre la conformité réglementaire, puisqu'on fait lien avec chacun des équipements qui composent le parc immobilier. Dès lors qu'une information sort d'un point de vue législatif, ça fait le lien directement avec l'équipement qui est présent dans le parc pour savoir si on a impacté ou pas, plutôt que de faire ça de manière annuelle. Et ça peut parfois s'avérer assez chronophage. On peut passer à la slide suivante. Donc, comment BD aide à optimiser les économies d'énergie? Dans un premier temps, comme je l'ai expliqué, on va sourcer la donnée. Ça peut être fait soit par le client final, donc ça peut être par exemple une collectivité ou une entreprise privée, soit par le mainteneur, lorsque justement cette démarche a été externalisée. Et du coup, on va sourcer l'ensemble des caractéristiques techniques des équipements, la durée de vie, donc le degré de vétusté des différents équipements, les différents défauts qui sont observés avec la possibilité d'y apposer une photo et les obligations réglementaires. Ensuite, on traite la donnée grâce aux algorithmes que l'on a développés pour derrière faciliter la prise de décision et inciter à agir. Et après cela, BD permet également de mesurer l'impact des différentes actions qui ont été entreprises de sorte à ce qu'on puisse réaliser un peu un retour sur investissement des différents travaux que l'on a menés et décider. On peut passer à la slide suivante. Donc, BD se veut être un outil collaboratif. On peut le voir sur la partie gauche de la slide. On a vocation en fait à fournir un environnement de travail entre le triptyque mainteneur, acteurs publics et bureaux d'études, de sorte à ce qu'ils aient accès justement au même niveau d'information sur l'ensemble du parc immobilier ainsi que les équipements qui le composent pour après justement prendre les bonnes décisions et avancer main dans la main pour justement établir un bon schéma directeur sur la partie immobilier et énergétique. Donc, on met vraiment l'accent sur 4 piliers qui sont très importants à l'heure actuelle sur le marché. Donc, la réalisation de plans de travaux avec la possibilité d'automatiser justement ces plans de travaux, que ce soit annuels ou pluriannuels, avec la possibilité également d'identifier les certificats d'économie d'énergie pour derrière justement réussir à comptabiliser les gains associés, que ce soit en termes de mégawattheure ou alors en valeur monétaire, pour réussir également à amortir certains travaux qui peuvent s'avérer assez coûteux parfois. On a également la partie conformité réglementaire qui va faire le lien, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, avec les différents équipements qui composent le parc immobilier.
Et la valeur, je dirais, phare à l'heure actuelle, et qui est parfois, même très souvent externalisée au niveau des collectivités, c'est le suivi et la gestion de l'exploitation. Il faut savoir que côté collectivité, souvent, ils sont tributaires des données d'exploitation de leurs mainteneurs. Et lorsqu'il y a besoin de vérifier une information ou alors d'établir des rapports, ils ou elles se voient justement dans l'obligation de devoir attendre certaines de ces données où parfois elles sont incomplètes. Avec Bildi, ce n'est plus le cas, car justement, ça permet de vraiment fluidifier et de gagner en transversalité à travers les différents acteurs pour après, justement, entreprendre des actions à fort impact. Il va falloir conclure. Oui. Et donc, pour la conclusion, on travaille, comme je l'ai dit, avec pas mal d'acteurs, aussi bien sur le privé que sur le public. Et sur la partie publique, nous travaillons du coup avec certaines métropoles, certains acteurs qui sont aussi présents en Île-de-France. Et donc, depuis sa création, nous sommes parvenus à auditer plus de 10 000 bâtiments, soit 20 millions de mètres carrés de surface, soit 700 000 équipements. Et du coup, à travers toutes ces informations-là, ça permet d'adapter des préconisations toujours plus pointues. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce que parmi les spectateurs, vous avez des questions ou entre vous, entre les panélistes, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. On nous demande souvent d'avoir ce temps d'échange. Là, vous l'avez. N'hésitez pas à prendre la parole. Mais c'est souvent quand on leur donne que les gens sont intimidés. Bon, ben, si vous pouvez lever la main et je vous ouvre au micro, n'hésitez pas. Sinon, ben, on va continuer la matinée. Merci beaucoup à tous. Nous allons, on va conclure. Hein, j'ai fait une slide sur un de nos réseaux franciliens pour si vous souhaitez rentrer dans une dynamique, si ce n'est pas déjà le cas, parce que j'ai vu que vous étiez tous déjà dans des réseaux. On a un réseau francilien qui s'appelle IDF Éco-entreprise qui organise aussi des ateliers, des petits déjeuners. Il y en a un demain justement sur comment mesurer l'impact de son activité en termes de pression sur l'environnement, facteurs d'érosion, biodiversité, énergie, bilan carbone, ACV, en format déjeuner. Voilà, on a pas mal d'événements qui sont organisés sur l'Île-de-France. Donc, on a ces fameuses e-vitrines dans laquelle vous êtes actuellement. La prochaine, le 11 mai, sur la construction circulaire. On a le PEX qui organise des événements qui sont des événements de taille francilienne ou nationaux, mais souvent qui se passent quand même souvent en Île-de-France. Donc, on a le Forum national des éco-entreprises qui a lieu le 6 avril. Grand événement pour toute la filière et pour les entreprises et les collectivités qui cherchent des solutions. On a la rencontre Écotech Territoire Île-de-France pour apprendre les bonnes pratiques, pour rencontrer et des collectivités et des territoires et des entreprises aménageurs, établissements publics, rencontrer des éco-entreprises, c'est l'occasion. Ça a lieu donc le 6 juin à l'ADEME Île-de-France. Je rappelle que les thématiques sont aménagement durable et sobriété énergétique à nouveau. On a vous cherchez des financements, on a notre rencontre Écotech Finance qui a lieu tous les ans. Cette année, c'est le 6 juillet et à BPI ou à distance. On inverse les rôles, c'est les investisseurs qui pitchent et qui expliquent qu'est-ce qu'ils cherchent comme entreprise à financer. Il y a des B2B, c'est un grand moment si vous cherchez à lever des fonds. On fait une rencontre solutions innovantes pour les aéroports en transition qui sont comme des grosses villes, donc qui ont beaucoup de besoins en solutions de transition écologique, énergétique et circulaire. On a notre 6e rencontre Écotech Innovation. Donc ça, c'est très orienté innovation aussi sur l'énergie. Donc vous serez certainement très intéressés. Alors la date, c'est écrit le 12 décembre, mais il faut que le ministère confirme que la salle est disponible. Et on a donc ça, les vitrines, j'en ai déjà parlé 3 fois, je pense que c'est bon. Donc la rencontre Écotech, je reviens sur notre rencontre territoire en transition qui a lieu le 6 juin. La rencontre finance, c'est de la redite, donc je vais aller plus vite. La sobriété est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Nos partenaires de l'Adriat organisent d'autres webinaires où on contribue également. Donc, la semaine prochaine, il y en a 2.
un orienté entreprise mardi 14 février, c'est pas là que la Saint-Valentin, et un pour les collectivités le 16 février. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir une autre vision, parce que là, ce ne sera pas une vision solution comme nous on fait, ce sera une vision plus institutionnelle. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir ce que vous proposent tous ces intervenants. Et voilà. Là, notre webinaire se termine maintenant. Est-ce que Florence et Camille, vous voulez avoir le mot de la fin ou si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Comme je vous le disais, les vidéos seront envoyées à tous les inscrits parce qu'il y avait beaucoup plus d'inscrits que de gens qui sont venus ce matin. On diffusera également sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire le mot de la fin, c'est à vous. Et sinon, est-ce que nos teachers veulent dire quelque chose sur la sobriété? Florence, tu veux dire un mot? Vas-y. Moi, ce que je retiens, c'est que la sobriété énergétique, c'est un sujet complexe. Et on voit la panoplie des solutions, que ce soit au niveau des procédés constructifs, que ce soit même au niveau de l'eau. On oublie souvent que l'eau, si on agit sur l'eau, on agit sur l'énergie. Et c'est ça que le PECS a voulu montrer lors de cette vitrine. Il y a plein d'autres solutions aussi. Bon, celles-là nous ont semblé tout à fait adaptées, intéressantes. Donc, merci à vous tous. Juste pour revenir à l'événement qu'on va faire en décembre, qui est un événement très R&D, innovation sur l'énergie, on pense l'orienter sur tout ce qui est économie de la ressource, donc avec la vision économie circulaire aussi de l'énergie, qui est un sujet très important aussi. Merci Sophie pour l'animation. Merci à l'ADEME pour votre soutien. Camille, je ne sais pas si vous avez souhaité dire quelque chose ou... Juste pour terminer, l'importance de la sobriété, c'est de bien l'anticiper finalement. Et on peut agir sur de nombreux aspects. Donc, n'hésitez pas à vous emparer du sujet et à agir. Merci Camille. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Et dans le chat, vous avez le lien vers l'enquête de satisfaction. N'hésitez pas. Et on va maintenant relayer largement cette vidéo. Et on se retrouve donc le 6 avril pour le Forum national des éco-entreprises. À bientôt à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.